Par une nuit d'hiver glacial, une adolescente de 17 ans, Alia Carter, parcourait les rues à vélo, effectuant des livraisons, espérant juste gagner assez pour une nuit de plus à la pension. Alors qu'elle se dépêchait de terminer sa dernière commande, elle aperçut un vieil homme debout à l'arrêt de bus, perdu et frissonnant. Elle hésita. Cette livraison était sa dernière chance de conserver son travail, mais la gentillesse l'emporta. Elle fit demi-tour pour l'aider. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme était un milliardaire et que ce petit acte de compassion changerait sa vie à jamais. Avant de nous plonger plus profondément dans l'histoire, dites-nous d'où vous écoutez. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que je puisse partager d'autres histoires émouvantes avec vous demain. Le vent de la rivière coupait Maplebrook comme du verre brisé, assez vif et froid pour piquer les dents quand on respirait. Les lampadaires vacillaient sur des plaques de trottoir gelées. La neige était écrasée en gris sous des pieds fatigués. Alia Carter pédalait vite, la tête baissée, ses mains gantées raides sur le guidon d'un vélo d'occasion dont la chaîne gémissait à chaque tour. À 17 ans, mince et plus dure qu'elle n'y paraissait, elle avait appris à rester en mouvement. Les livraisons étaient payées au kilomètre, pas à l'heure. Une commande de plus avant le couvre-feu. Une enveloppe de plus. Une nuit de plus. Elle ne serait pas enfermée hors de la seule chambre qu'elle pouvait se permettre, se murmura-t-elle. Juste un arrêt de plus, essayant de noyer la faim dans son estomac et la douleur dans ses jambes. Son téléphone vibra avec un message de son manager. Ne sois plus en retard. Dernier avertissement. Elle le remit dans sa poche, la mâchoire serrée. L'air sentait le fer et la fumée de cheminée. Le genre de froid qui vous donnait l'impression que même le ciel avait abandonné. Au coin près du dépôt de bus, son pneu avant dérapa légèrement sur la glace. C'est là qu'elle le vit. Un vieil homme se tenait près d'un panneau de bus rouillé, son manteau fin, son écharpe à moitié défaite, serrant un papier froissé dans des doigts tremblants. Sa peau était pâle sous la lumière orange du lampadaire. Ses yeux cherchaient chaque voiture qui passait comme si elle allait arriver d'une seconde à l'autre. Il murmura quelque chose qu'Alia ne put saisir. Peut-être un numéro de bus, peut-être un nom. Elle ralentit, un pied traînant sur le sol, le regardant à quelques mètres de distance. Personne d'autre ne le fit. Les gens continuaient à marcher, la tête baissée, les cols relevés, trop occupés ou trop froids pour s'en soucier. Elle se mordit la lèvre. Ne t'arrête pas. Tu ne peux pas t'arrêter. L'heure sur son téléphone affichait 7h41. La livraison devait être faite avant 8h. 10 minutes de retard et elle perdrait non seulement son salaire, mais aussi le loyer de la semaine. Elle jeta un nouveau coup d'œil à l'homme. Sa bouche bougeait sans bruit, le papier tremblant dans ses mains. Il avait l'air perdu, non pas perdu en attendant, mais perdu comme un enfant qui s'est trop éloigné et a oublié le chemin du retour. La voix de sa mère lui revint à l'esprit, douce et distante. Si jamais tu vois quelqu'un seul comme ça, tu t'arrêtes, ma chérie. Peu importe qui c'est. Alia ferma les yeux, appuyant sa langue contre l'intérieur de sa joue. Pas ce soir, murmura-t-elle. S'il te plaît, pas ce soir, elle appuya sur les pédales, le vélo fit un à-coup. Mais après 2 tours de roue, son estomac se tordit lourd de culpabilité. L'image du vieil homme ne voulait pas quitter sa tête, ses yeux vides balayant la rue, la façon dont ses épaules étaient voûtées comme si le monde avait oublié son existence. Elle jura à voix basse, fit demi-tour et redescendit vers l'arrêt de bus. Monsieur, l'appela-t-elle, prudente mais douce. Ça va, ici? L'homme cligna des yeux, surpris, son regard troublé et flou. Le bus 23, murmura-t-il. Willow End. Je crois que je l'ai manqué. Sa voix se brisa comme du bois sec. De près, Alia vit à quel point il était frêle, la peau fine comme du papier, les ongles bleus de froid. Vous habitez près de Willow End, demanda-t-elle. Il hocha lentement la tête, incertain. C'est loin, dit-elle, ses yeux se posant à nouveau sur son téléphone. 7h46 zut. Elle pourrait y arriver si elle partait maintenant. Mais l'homme frissonna, essayant de se réchauffer les bras. Alia regarda ses chaussures. Du vieux cuir fendu aux orteils, trempé. La culpabilité la frappa à nouveau, plus vive cette fois. D'accord, soupira-t-elle. Allez, on va trouver une solution. Il hésita, confus. Trouver quoi? Vous ramener chez vous, dit-elle. Il fait trop froid pour attendre ici. Le vieil homme la regarda, l'incrédulité vacillant comme une lumière derrière le brouillard.
Vous n'êtes pas obligé, murmura-t-il. Quelqu'un viendra. Alia regarda la route. Les bus avaient cessé de circuler il y a 1 heure. Personne ne viendrait. Eh bien, il semblerait que je l'ai déjà fait. Elle s'agenouilla, vérifia le porte-bagages de son vélo. Il n'était pas fait pour les passagers, mais il avait déjà supporté du poids, des boîtes, des courses. Parfois son propre désespoir. Elle brossa la neige du siège et leva les yeux. Pouvez-vous vous asseoir ici si je vais lentement? Il fronça les sourcils. Je ne veux pas causer de problème. Trop tard, dit-elle avec un léger sourire. Les problèmes, c'est un peu mon truc. Il sourit pour la première fois, un petit pincement fatigué de ses lèvres. Elle ne réalisa pas alors à quel point ce sourire resterait avec elle, mais alors qu'il essayait de monter, son téléphone vibra de nouveau. Où es-tu? Elle l'ignora. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle enroulait son écharpe plus étroitement autour de son cou, rentrant les extrémités sous son menton. Accrochez-vous, dit-elle. Le vieil homme la regarda avec une gratitude vitreuse. Tu me rappelles, commença-t-il, mais sa voix s'éteignit dans le froid. Alia ne demanda pas qui. Elle s'élança du trottoir, les roues crissant contre la neige, les jambes en feu alors qu'elle pédalait contre le vent mordant. Le sac de livraison cognait contre sa hanche, lourd de la dernière commande qu'elle ne terminerait pas ce soir. Derrière elle, l'homme fredonnait quelque chose de faible, un air sans parole. Peut-être un souvenir trop fané pour être nommé. Elle serra la mâchoire et continua à pédaler, chaque poussée en avant. Une lutte entre la raison et la compassion. Tu viens de tout gâcher. Son esprit siffla. Peut-être pas. Son cœur répondit. La route serpentait le long de la rivière, les lampadaires clignotant comme des étoiles mourantes. Chacun d'eux passait comme un compte à rebours. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Son téléphone vibra encore et encore dans sa poche, mais elle ne regarda pas. Elle n'avait pas besoin d'une autre menace pour savoir ce qu'elle avait déjà perdu. L'homme se pencha plus près, murmurant à travers des dents qui claquaient. Il fait plus froid qu'avant. Oui, dit-elle, son souffle blanc dans l'obscurité. Le monde est plus méchant aussi. Il eut un léger rire sifflant. Pas tout. Elle regarda par-dessus son épaule, vit le fantôme d'un sourire, et pendant un instant, le froid ne sembla pas si cruel. Une voiture éclaboussa, klaxon hurlant, envoyant un jet de neige fondue glacée sur eux deux. Alia jura, secouant la tête. Les gens sont fous, murmura-t-elle. Ils l'ont toujours été, dit l'homme, sa voix tremblante mais calme. Ils passèrent la limite de la ville où le trottoir se terminait et la vieille route commençait, fissurée, étroite, à moitié enfouie sous la neige. Jusqu'où avez-vous dit que c'était? Demanda-t-elle. Willow End, murmura-t-il, fronçant les sourcils. Je crois que c'est près des collines, soupira-t-elle. Génial. En montée. L'homme ne répondit pas, sa tête baissée comme si le sommeil pouvait le prendre là. Alia se mordit la lèvre. Elle ne pouvait pas le laisser geler. Elle s'arrêta sous un lampadaire vacillant, ouvrit son sac de livraison et en sortit la seule chose qu'il lui restait, une mince couverture bon marché destinée aux courses. Elle la lui enroula autour des épaules et la serra. Ça va aller, dit-elle doucement. Il hocha faiblement la tête, les yeux mi-clos. Elle le regarda une longue seconde. Son visage ridé par l'âge et la confusion, lui rappela trop l'homme que sa mère visitait à la maison de retraite, celui qui oubliait toujours son nom, mais n'oubliait jamais de sourire. Accrochez-vous bien, murmura-t-elle. On y va. Et elle pédala à nouveau, plus fort cette fois. Le vent la frappait au visage comme des aiguilles, mais elle se pencha en avant, les dents serrées, le cœur battant. Chaque tour de roue résonnait dans sa poitrine. Quelque part entre le bruit de la chaîne et le raclement de son souffle. Quelque chose en elle avait changé, silencieux, petit mais indéniable. Pour la première fois cette nuit-là, elle n'essayait pas seulement de survivre. Elle essayait de bien faire. Derrière elle, le vieil homme remua, murmurant le nom d'Arthur. Alia ne l'entendit pas à cause du vent. La rivière scintillait à côté d'eux comme un miroir noir. Rue par rue, lumière par lumière, elle roula dans le silence gelé de Maplebrook, ignorant que ce simple acte, le choix de s'arrêter pour s'occuper, était déjà en train de réécrire leur devis. Les pneus dérapaient sur des plaques de verglas, mais elle gardait son équilibre avec la précision de quelqu'un qui n'avait pas eu d'autre choix que d'apprendre. Derrière elle, le vieil homme Arthur s'accrochait au bord du siège, ses mains tremblantes mais toujours agrippées.
Son souffle venait par courtes bouffées qui devenaient blanches dans l'air et disparaissaient dans l'obscurité. Les lumières de la ville avaient déjà disparu derrière eux, englouties par la lente inclinaison des collines. Chaque fois que la chaîne glissait, Alia murmurait une malédiction sous son souffle, mais ne ralentissait jamais. Elle ne pouvait pas se permettre de s'arrêter maintenant, pas avec le vent qui lui griffait les vêtements comme s'il voulait la dénuder jusqu'aux os. Arthur parla soudainement, sa voix petite et hésitante. J'avais l'habitude de parcourir cette route il y a longtemps. Elle ne me semblait pas si raide alors. Alia expira bruyamment par le nez, forçant un demi-sourire. Je suppose que la colline a grandi. Ou peut-être que j'ai rajeuni, dit-il avec un léger rire qui se transforma en tout. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, l'inquiétude traversant son visage. Ça va là-bas? Je vais bien, ma chérie, dit-il. J'ai connu des nuits pires. Oui, murmura-t-elle, appuyant plus fort sur les pédales. Je n'imagine pas beaucoup de pire que celle-ci. Il gloussa à nouveau faiblement cette fois, et elle le sentit frissonner derrière elle. Le rythme des roues, le gémissement de la chaîne, le craquement de la neige, tout cela se fondait en une musique douce qui remplissait le silence entre eux. Pendant un instant, elle oublia à quel point elle avait froid. « Tu me rappelles ma petite fille » dit Arthur doucement, ses mots presque perdus dans le vent. Elle portait des gants comme les tiens, des bleus, elle les perdait toujours. Alia cligna des yeux, regardant ses propres gants effilochés, autrefois bleus, maintenant fanés en gris. « Je suppose que j'ai ce problème aussi, dit-elle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? » La question resta suspendue entre eux. Il ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix se brisa comme une vieille charnière de porte. Elle est décédée il y a quelques hivers. Je lui parle encore parfois. Alia sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Oui, murmura-t-elle. Je parle aussi à ma mère. Je suppose que ça rend le silence moins bruyant. Le vieil homme hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Pendant un moment, ils ne parlèrent pas. Le monde se réduisit à la route devant eux, la neige autour d'eux et le léger murmure de leur souffle partagé. Puis la voix d'Arthur revint, plus douce qu'avant. Les gens s'arrêtaient les uns pour les autres, vous savez. Maintenant, tout le monde est pressé d'aller quelque part, et personne ne se souvient où il allait au départ. Parlez-moi, dit-elle. La moitié des gens à qui je livre ne lèvent même pas les yeux de leur téléphone. Je ne suis qu'un autre fantôme à vélo. Tu n'es pas un fantôme ce soir, dit-il, son ton soudain clair, délibéré. Tu t'es arrêté. Les mots la frappèrent plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle déglutit, retenant la piqûre dans ses yeux. Oui, eh bien, ne me remerciez pas encore. Il faut encore vous ramener à la maison avant que nous ne gelions tous les deux. Ils franchirent une colline et le vélo vacilla dangereusement. Arthur halta, s'accrochant plus fort aux côtés. Ça va, demanda Alia. Bien, dit-il, sa voix tremblante. Vous êtes sûr? Oui, murmura-t-il. Vous pédalez comme ma fille, toujours têtue. Je suppose que c'est de famille, dit-elle avec un petit sourire. Il sourit aussi, mais cela s'estompa rapidement. Le vent reprit de plus belle, poussant contre eux comme un mur. Ses jambes lui faisaient mal, ses poumons brûlaient. Le froid avait engourdi ses doigts, mais elle refusa de ralentir. Presque arrivée, se dit-elle. Presque. Ils traversèrent une étendue d'arbres où les branches pliaient sous le poids de la neige, craquant comme de vieux os. Le monde semblait suspendu. Le temps ralentit. Le souffle visible. La lune, leur seul témoin. La lueur d'une ferme lointaine vacilla brièvement, puis disparut alors que la colline tournait à nouveau. Arthur murmura quelque chose qu'Alia ne put distinguer. Elle inclina la tête sur le côté. « Qu'est-ce que c'est Willow End » répéta-t-il, un léger sourire dans la voix. Il y avait plein de jardins. On sentait les roses avant de voir les maisons. Ma femme aimait ça. Vous avez une femme qui vous attend à la maison. Non, dit-il, et elle put entendre le fantôme de la solitude dans son ton. Elle est partie aussi. Il y a longtemps. Alia hocha la tête silencieusement. Elle ne demanda rien de plus. Le vent portait déjà assez de chagrin. Ils s'arrêtèrent une fois sous la faible lumière d'une vieille enseigne de station-service vacillante, à moitié morte. L'endroit était fermé, mais un distributeur automatique ronronnait près de la porte. Sa lueur néon, la seule chaleur à des kilomètres à la ronde. Alia appuya le vélo contre le mur,
respirant difficilement. Ses cuisses palpitaient, et elle pouvait à peine sentir ses orteils. « Vous avez soif ?» demanda-t-elle. Arthur ne répondit pas, il frissonna juste, ses dents claquant. Elle fouilla dans ses poches, comptant les pièces, juste assez pour une boisson. Elle acheta une petite tasse de chocolat chaud au distributeur et la lui tendit. La vapeur s'enroulait dans l'air froid. « Tiens, attention, c'est chaud. » Arthur enveloppa la tasse de ses 2 mains, la regardant comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. Puis il sourit et la poussa doucement vers elle. « Buvez la première gorgée. »« Vous en avez plus besoin, » protesta-t-elle. « Et vous devez continuer à pédaler, » dit-il fermement, la voix empreinte d'une autorité tranquille. « Faites plaisir à un vieil homme. » Elle céda, prit une petite gorgée et rit en sentant sa langue brûler. « Voyez, » dit-il, amusé. « Encore trop jeune pour être prudente. »« Et vous êtes encore trop vieille pour geler » rétorqua-t-elle. Ils rirent tous les deux, un son qui résonna étrange et beau contre la route vide. Quand ils repartirent, l'air semblait différent, plus léger d'une certaine manière, bien que la nuit n'eût pas réchauffé. Arthur fredonnait doucement un air sans parole. Il lui fallut une minute pour réaliser que c'était une berceuse, la même que sa mère fredonnait quand les lumières s'éteignaient pendant les orages. Elle ne demanda pas comment il la connaissait. Certaines choses n'avaient pas besoin d'explication. La montée devint plus raide à mesure qu'ils approchaient de la crête. Son souffle était maintenant rauque. Chaque expiration un nuage de douleur. Les roues glissaient plus souvent, mais elle refusa de s'arrêter. Elle pouvait entendre la voix de sa mère à nouveau dans sa tête, stable et sûre. Quand tu es quelqu'un, ne compte pas le coup. Le bien finira par revenir. Accroche-toi, murmura-t-elle à travers des dents serrées. Nous sommes proches. Le vieil homme ne dit rien. Sa tête reposait légèrement contre son dos, son souffle peu profond mais régulier. Quand ils atteignirent enfin la crête, elle leva les yeux et vit une faible silhouette de maison en contrebas, un quartier à moitié enfoui sous la neige. De vieilles clôtures, la lumière des lampes brillait à travers le brouillard. « C'est ça ?» demanda-t-elle, haletant pour respirer. « Oakhill Drive » dit-il, ses yeux s'éclairant pour la première fois. « Juste là-bas. » Portail blanc. Lierre sur la clôture. Vous n'auriez pas pu mentionner que c'était en montée. Ça n'avait pas l'air si mal la dernière fois, dit-il, souriant faiblement. Elle rit, court et essoufflée. Vous avez de la chance que je ne facture pas au kilo. Il gloussa à nouveau, et pendant une seconde éphémère, elle oublia la douleur dans ses muscles. Ils descendirent la colline, le vélo claquant, la neige projetée en fines arcs. Le froid piquait plus fort à cette vitesse, mais le soulagement en valait la peine. Au bas se tenait un portail blanc, la peinture écaillée, du lierre grimpant sur les poteaux. Alia freina, ses jambes tremblantes alors que les pneus s'arrêtaient. Arthur expira, fixant le portail comme un homme voyant un fantôme. « C'est ça » murmura-t-il. « Maison. » Alia l'aida à descendre du vélo, soutenant son poids alors qu'il titubait sur des jambes faibles. La lumière du porche clignota, un détecteur de mouvement, les enveloppant d'un halo jaune pâle. Elle frappa à la porte une fois, 2 fois. Un instant plus tard, elle s'ouvrit. Un homme plus âgé en robe de chambre apparut, les yeux écarquillés en voyant Arthur. « Monsieur Layton. »« Mon Dieu, où étiez-vous ?»« Je suis allé faire une promenade, » dit Arthur doucement. « Ou une balade, je suppose. » Sa voix tremblait, mais portait un humour tranquille qui fit étouffer l'autre homme dans un demi-rire, demi-sanglot. « Nous avons appelé l'hôpital, monsieur. » Nous pensions qu'il s'arrêta, clignant des yeux. Alia recula, incertaine de ce qu'il fallait faire. « Je l'ai juste trouvé à l'arrêt de bus, » dit-elle rapidement. « Je ne savais pas où d'autre. » L'homme la coupa, secouant la tête. « Vous avez bien fait. Vous avez fait ce qu'il fallait. » Il la regarda avec une gratitude sincère. « S'il vous plaît, entrez, réchauffez-vous. Prenez quelque chose à manger. Vous devez être gelé. » Alia secoua la tête. « Non, je devrais y retourner. J'ai du travail. » Elle ne mentionna pas qu'elle l'avait probablement déjà perdu. Arthur se tourna vers elle, son visage doux dans la lumière. « Vous êtes sûr ? » « Oui, » dit-elle. « Je voulais juste m'assurer que vous rentriez chez vous en toute sécurité. » Elle tendit la main dans sa poche, déchira un morceau de papier d'un vieux reçu et griffonna son numéro.
Au cas où vous auriez encore besoin d'aide, dit-elle en le lui tendant. Arthur le prit soigneusement comme s'il pouvait se briser dans ses mains. Merci, Alia, dit-il, sa voix tremblante. Vous avez fait plus que vous ne savez. Elle força un petit sourire. Reposez-vous bien, d'accord? Il hocha la tête. L'autre homme le fit entrer, marmonnant toujours son incrédulité, et la porte se referma derrière eux. Alia resta là un instant, regardant la lumière briller à travers la fenêtre, puis se retourna vers la route. Le froid mordait plus fort maintenant, coupant à travers ses vêtements, mais elle s'en fichait. Ses doigts étaient engourdis, son estomac vide, ses jambes tremblantes. Mais quelque part sous tout cela, il y avait une chaleur tranquille, un battement de quelque chose de féroce et de bon qui refusait de mourir. Alors qu'elle remontait la colline à vélo, elle se murmura, ça valait le coup. Au moment où Alia revint en ville, le ciel était passé du noir à un gris terne. La première chose qu'Alia remarqua en tournant le coin de sa rue fut le silence. Aucun son de musique filtrant à travers les murs, aucun rire étouffé des locataires de l'étage, pas même le grincement de la vieille enseigne au-dessus de la porte qui balançait toujours quand le vent se levait. C'était trop calme. Ses jambes étaient lourdes, ses poumons brûlaient de la course, et tout ce qu'elle voulait, c'était son lit, un matelas mince comme du papier, mais le sien. Elle pédalait plus lentement, avançant sur les derniers mètres, jusqu'à ce que son vélo s'arrête devant la pension. Puis elle le vit. Ses affaires étaient dans un sac d'épicerie en plastique près de la porte, à moitié couverte de neige, la sangle de son vieux sac à dos dépassant du haut. Son cœur chuta. Elle descendit du vélo, clignant des yeux contre le froid, essayant de se dire que c'était une erreur. Peut-être que le propriétaire avait réparé quelque chose. Peut-être que quelqu'un avait déplacé ses affaires par accident. Mais quand elle chercha sa clé, elle ne rentra pas. Elle la fit bouger, la tordit fort, le métal mordant sa paume. Elle ne tournait pas. Elle essaya à nouveau. Rien. C'est alors qu'elle vit la note. Elle était scotchée de travers à la porte, écrite avec un marqueur noir épais qui avait transpercé le papier. Loyer en retard. Serrure changée. Les mots la frappèrent plus fort que le vent. Elle resta là, la main figée sur la poignée de porte, fixant les lettres jusqu'à ce qu'elles se brouillent. Elle frappa d'abord doucement, puis plus fort. Monsieur Barnes, appela-t-elle, sa voix tremblante. C'est moi, Alia. S'il vous plaît, pouvons-nous parler? Pas de réponse. Elle pressa son oreille contre la porte. Elle crut entendre un mouvement à l'intérieur, une chaise raclant, une planche de plancher craquant, mais personne ne vint. S'il vous plaît, dit-elle de nouveau, plus fort cette fois. Je trouverai l'argent. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Le silence qui suivit fut pire qu'un non. Elle déglutit difficilement, reculant d'un pas. Son souffle s'échappa en nuages blancs, ses mains tremblantes. S'il vous plaît, murmura-t-elle une fois de plus, à peine audible. Rien. Pas de pitié ce soir. Elle fixa son sac, celui qui contenait tout ce qu'elle possédait. 2 paires de jeans, la photo de sa mère, un chargeur de téléphone qui fonctionnait à peine. Ça ne semblait pas beaucoup avant, mais maintenant ça ressemblait à tout ce qui restait de sa vie. Elle s'accroupit, brossant la neige du plastique, ses doigts raides et rouges. Elle voulait crier, frapper la porte jusqu'à ce que quelqu'un écoute, mais le combat s'épuisa en elle avant de pouvoir commencer. Elle n'avait plus la force de se disputer avec le monde. Elle jeta le sac sur son épaule, son mouvement lent et mécanique. Sa poitrine lui faisait mal. Pas le genre de douleur que l'on ressent dans son corps, mais le genre qui s'installe profondément comme la honte. Le genre qui vous dit que vous avez perdu quelque chose que vous ne pourrez pas récupérer. Son vélo était appuyé contre la rampe, celui pour lequel sa mère avait économisé, à l'époque où elle pensait que le monde donnerait à sa fille une juste chance. Alia passa sa main sur le cadre métallique froid, murmurant sous son souffle, « Je suppose que c'est juste nous deux, encore. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Elle essaya de réfléchir. Elle pourrait peut-être rester au restaurant, supplier le propriétaire de la laisser dormir dans une banquette jusqu'au matin, mais le restaurant avait fermé tôt toute la semaine. La bibliothèque était trop loin, la gare routière trop dangereuse la nuit. Elle frotta ses mains l'une contre l'autre, essayant de ressentir autre chose que la panique. Le vent lui piquait le visage, mais elle le remarqua à peine. Elle tendit la main dans la poche de son manteau et en sortit son téléphone. La batterie était presque morte. Un 3% rouge brillait dans le coin.
Elle hésita, puis ouvrit l'application de messages. Rien de personne. Elle fit défiler vers le haut, fixant son dernier message de son manager. Ne gâche pas celui-ci. Son estomac se tordit. Elle avait manqué la livraison. Il était probablement déjà furieux. Pourtant, elle tapa vite, les doigts tremblants. Je peux expliquer. Il y a eu une urgence. S'il vous plaît, ne me virez pas. Je ferai des heures supplémentaires. Je promets. Elle appuya sur envoyer. La petite bulle apparut, livrée. Puis le téléphone vibra presque immédiatement. Appel entrant, manager. Sa gorge se serra alors qu'elle répondait. Salut, Alia. Sa voix coupa sèchement le statique. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? J'ai été retardée, dit-elle rapidement. Il y avait ce vieil homme à l'arrêt de bus. Il était perdu. Et tu t'es arrêté pour un inconnu? Claqua-t-il. Tu as réalisé que le client m'a appelé 3 fois pour demander où était son colis. Je sais. Je suis désolé, mais il faisait un froid glacial et il aurait pu. Tu crois que je m'en soucie? Sa voix monta. Tu n'es pas payé pour jouer les héroïnes. Tu es payé pour livrer. Elle se mordit les lèvres si fort qu'elle sentit le sang. S'il vous plaît, dit-elle, sa voix petite maintenant. J'ai besoin de ce travail. Je me rattraperai demain. Je sais, dit-il, plat et définitif. Tu ne te rattraperas pas. Je ne peux pas garder quelqu'un qui ne suit pas les ordres. J'aurai ton dernier salaire prêt la semaine prochaine. Apporte ton uniforme d'ici là. Attendez, ne. Mais il avait déjà raccroché. Le silence à l'autre bout fut immédiat et brutal. Elle fixa l'écran fissuré, son reflet faible et fantomatique. Son souffle l'embua jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Elle laissa tomber le téléphone dans sa poche, ses mains tremblant de manière incontrôlable maintenant. Super, murmura-t-elle. Parfait. Elle rit, mais cela sonna faux, cassant et creux. Le genre de rire qui signifiait le contraire de ce qu'il semblait être. La rue était vide, à l'exception de sa voix rebondissant faiblement sur les murs. Elle s'effondra sur les marches, son sac à côté d'elle, ses coudes sur ses genoux. Le bois froid mordait à travers son jean, mais elle ne bougea pas. La neige continuait à tomber, douce et régulière, atterrissant sur ses cheveux et fondant le long de son cou. Pendant un moment, elle fixa la route, sans se concentrer. Ses pensées s'en mêlaient, tournant en boucle entre quoi maintenant et pourquoi moi. Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de sens. Quelque part dans la rue, une porte s'ouvrit et se referma. La lumière se répandit brièvement sur la neige, puis disparut. Elle se demanda si la personne derrière cette porte avait la moindre idée de la chance qu'elle avait d'entrer au chaud sans y penser, de ne pas avoir à supplier le monde pour un endroit où dormir. Ses yeux piquaient, mais elle ne pleura pas. Les larmes ne venaient pas. Elle en avait manqué il y a des mois. Elle pressa ses paumes l'une contre l'autre, soufflant dedans pour se réchauffer. Tu as fait ce qu'il fallait, se dit-elle doucement, les mots sortant tremblants. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais le monde ne semblait pas se soucier du bien ou du mal. Il se souciait du loyer, des règles et des horloges qui ne cessaient de tourner. Elle leva la tête et regarda la fenêtre de son ancienne chambre. Elle était sombre maintenant. Quelqu'un d'autre y serait probablement demain, quelqu'un qui pourrait payer. La pensée la coupa profondément. Elle se leva, serrant son manteau, la sangle de son sac s'enfonçant dans son épaule. L'air lui faisait mal quand elle respirait. Elle regarda à nouveau son vélo, le vieux métal scintillant faiblement sous le lampadaire. Allez, murmura-t-elle. On y va. Sa voix portait à peine sur le vent, mais c'était suffisant. Elle remonta sur le vélo, le siège froid, les pédales raides. Elle s'élança lentement, son souffle formant des nuages dans l'air alors qu'elle roulait dans la rue vide. La neige sifflait sous les pneus et derrière elle, la maison s'estompa dans l'obscurité. Elle ne savait pas où elle allait, juste qu'elle ne pouvait pas rester. Le vent n'avait fait qu'empirer au moment où Alia atteignit la lisière de la ville. Ses jambes lui faisaient mal après des heures de pédalage dans la neige, ses doigts raides et gercés autour du guidon. Elle n'avait nulle part où aller, pas de chambre, pas de travail, personne à appeler. Les lumières de la rue principale de Maplebrook vacillaient faiblement devant elle. Et au coin le plus éloigné, elle le vit, un petit dépanneur, toujours ouvert, son enseigne néon bourdonnant dans l'obscurité. Les fenêtres étaient embuées, l'intérieur sombre et jaune sous les lumières fluorescentes bon marché.
Elle s'approcha en roulant, les pneus crissant sur le sol gelé, et s'arrêta juste à l'extérieur. Pendant un instant, elle fixa l'enseigne lumineuse, incertaine d'avoir encore assez de courage pour entrer. Elle avait besoin de chaleur, juste pour quelques heures, assez pour arrêter de trembler. C'était tout. Elle poussa la porte. La clochette au-dessus tinta doucement. Une vague d'air vicié la rencontra, moitié café, moitié nettoyant de sol. Derrière le comptoir se tenaient deux hommes. L'aîné, la cinquantaine passée, avait des cheveux gris et des yeux gentils. Son badge portait le nom de Harold. L'autre était plus jeune, la trentaine peut-être, avec une coupe de cheveux soignée et un froncement de sourcils permanent. Son badge disait Evan. Harold leva les yeux le premier, son expression curieuse mais pas méchante. Evan, en revanche, la scruta de la tête aux pieds comme si elle n'avait pas sa place là. « Vous êtes perdu ?» demanda-t-il, son ton sec. « Non » dit-elle doucement. « Juste froid. » Evan haussa un sourcil. « Nous ne laissons pas les gens traîner ici. Le magasin n'est pas un abri. » Harold lui lança un regard d'avertissement. « Détends-toi, Evan. C'est une gamine. » Puis à elle, « Ça va, ma chérie ?» Alia hocha la tête, serrant son sac. « J'ai juste besoin de me reposer un peu. Je peux aider si vous voulez. Ranger les étagères, nettoyer, peu importe. » Evan ricana. « Oui, bien sûr. C'est ce qu'ils disent tous avant que les tiroirs-caisses ne soient à court. » Harold fronça les sourcils. « Assez. » Puis, se tournant vers elle, il soupira. « Vous avez dit que vous aideriez. Bien. Vous pouvez organiser l'étagère près du réfrigérateur à boissons. Ne bloquez juste pas les allées. »« Oui, monsieur. » dit-elle, suffisamment reconnaissante pour que sa voix tremble. Evan marmonna quelque chose sous son souffle, mais Harold l'ignora. Alia laissa tomber son sac derrière le comptoir où Harold avait indiqué, retroussa ses manches et se mit au travail. Les heures s'écoulèrent lentement. Elle empila des bouteilles, balaya le sol, remplit les étagères de collation. La chaleur à l'intérieur du magasin la rendait étourdie, mais c'était mieux que la rue glaciale. Evan continuait à la fusiller du regard chaque fois qu'il passait, ses pas bruyant exprès. Harold, quant à lui, s'affairait à la caisse, observant tranquillement. Vers minuit, le dernier client partit, et le parking extérieur devint sombre. Harold tourna le panneau sur fermé, mais ne verrouilla pas encore la porte. « Vous pouvez rester jusqu'au matin, » dit-il doucement. « Nous ouvrons à nouveau à 6 heures, mais vous devrez être debout avant que les clients ne commencent à arriver. »« Merci, » dit Alia, la gorge serrée. « Je ferai plus de travail. »« Tout ce dont vous avez besoin », il sourit faiblement. « Vous en avez assez fait. Reposez-vous. » Elle hocha la tête, se glissant dans le coin près de l'arrière-boutique, s'asseyant par terre à côté de l'étagère de rangement. Elle serra ses bras autour de ses genoux, l'épuisement pesant lourdement. Pour la première fois cette nuit-là, elle se sentit un peu en sécurité. Mais pas pour longtemps. Evan sortit du bureau quelques minutes plus tard, tenant son téléphone, la mâchoire serrée. « Harold, » dit-il. « Il nous manque $20 du tiroir. » Harold fronça les sourcils. « Nous avons été occupés. Peut-être mal comptés. »« Non, » dit Evan, sa voix montant. « C'était là plus tôt. J'ai vérifié avant qu'elle n'arrive. » Alia leva les yeux, surprise. « Quoi ? Je ne l'ai pas pris. » Evan claqua. « Vous avez marché près du comptoir toute la nuit. Ne me dites pas que vous n'avez pas vu le tiroir. »« Je n'ai rien touché, » dit-elle en se levant. « Je nettoyais juste comme vous me l'avez dit. »« Ne mentez pas, » dit-il, faisant un pas de plus. « Vous, les gens, avez toujours une excuse. » Le ton d'Harold se durcit. « Evan. » Mais Evan n'écoutait pas. « D'abord, vous irez ici à la recherche de chaleur gratuite. Maintenant, il nous manque de l'argent. Laissez-moi tranquille. » Sa voix était aiguë, laide. J'aurais dû savoir. L'estomac d'Alia se tordit. « Vous pouvez me fouiller, » dit-elle rapidement. « Je n'ai rien pris. »« Oh, je le ferai, » dit Evan, se dirigeant vers elle. Harold s'interposa entre eux. « Ça suffit. Personne ne fouille personne. Nous regarderons la caméra, d'accord, » dit Evan, la mâchoire serrée.
Il entra en trombe dans le bureau. Harold se tourna vers elle. Ne vous inquiétez pas, cela va s'éclaircir. Mais Alia n'en était pas si sûre. Son pouls battait dans ses oreilles alors qu'elle regardait Evan dans l'arrière-boutique à travers la vitre, cliquant sur les images de sécurité. Après quelques minutes, il sortit en souriant. Les caméras sont vierges entre 23h30 et minuit. Dit-il, les images ont disparu. Ça doit être quand elle travaillait. Ce n'est pas possible, dit Harold. Nous venons d'installer ce système. Je suppose que nous ne le saurons jamais, dit Evan, croisant les bras. Mais je sais ce que j'ai vu. La voix d'Alia se brisa. Je n'ai pas pris votre argent. Alors où est-il? Je ne sais pas. Vous vous attendez à ce que je le croie? Il ricana. Vous pensez que vous pouvez entrer ici, jouer les impuissantes, et je vais juste laisser passer? Harold intervint sèchement. Ça suffit, Evan. Mais Evan continua. C'est une voleuse. Harold, tu ne le vois pas parce que tu es trop mou. L'air était lourd. Le vieux radiateur bourdonnait dans le coin. Le seul son entre eux. Les mains d'Alia tremblèrent alors qu'elle fouillait dans son sac. Vous pouvez regarder, dit-elle, sa voix tremblante. Je n'ai rien. Oubliez ça, dit Evan. Sortez avant que j'appelle les flics. Harold se tourna vers lui, furieux. Vous dépassez les bornes, je le suis? Vous voulez la couvrir? Allez-y, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Il sortit son téléphone, son pouce planant sur l'écran. Ne faites pas ça, dit Harold sèchement. J'ai dit non. Evan se figea, furieux, mais baissa son téléphone. Les yeux d'Alia se remplirent de larmes. Elle refusa de les laisser tomber. C'est bon, murmura-t-elle. Je pars. Harold s'avança. Non, vous ne partirez pas. Pas avant que je n'ai vu le reste de ces images. Il entra dans le bureau, claquant la porte derrière lui. Le silence qui suivit sembla interminable. Evan s'appuya contre le comptoir, la regardant avec un sourire froid. Les gens comme vous n'apprennent jamais, murmura-t-il. Ils pensent toujours que quelqu'un leur doit quelque chose. Elle ne dit rien. Ses poings serrés sur ses côtés, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle voulait crier, mais elle resta immobile. Une minute plus tard, Harold sortit, tenant une petite télécommande dans sa main. Chose amusante, Evan, dit-il calmement. J'ai oublié de te dire. Nous avons une caméra de secours, une cachée près du réfrigérateur. Le visage d'Evan devint pâle. Quoi? Tu m'as entendu. Harold appuya sur lecture. L'écran derrière le comptoir vacilla. Il y avait Evan debout à la caisse vers minuit, ouvrant le tiroir, sortant un billet et le glissant dans sa veste. Puis, quelques minutes plus tard, il retournait au bureau. Harold arrêta la vidéo. Le silence frappa comme le tonnerre. Alia le regarda, son cœur battant. La bouche d'Evan s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Vous voulez expliquer ça? Demanda Harold, sa voix plate. Le visage d'Evan se tordit. Je vérifiais le solde. Gardez-le, dit Harold. Prenez vos affaires. C'est fini. Vous me virez à cause d'elle, cria Evan, pointant à Alia. À cause d'une clocharde que vous avez trouvée en train de geler dans la rue. Non, dit Harold calmement. Je vous vire parce que vous êtes un menteur. Pendant une seconde, Evan eut l'air de vouloir argumenter à nouveau. Mais quelque chose dans l'expression d'Harold le fit s'arrêter. Il prit son manteau au crochet, marmonnant des malédictions sous son souffle alors qu'il sortait en trombe. La porte claqua derrière lui, la clochette tinta forte avant que le son ne s'estompe dans le vent extérieur. Le magasin redevint silencieux. Harold se tourna vers Alia. Elle resta figée, ses mains tremblantes, ses yeux écarquillés de choc. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, mais sa gorge était serrée. « Je n'ai pas voulu causer de problème. »« Vous ne l'avez pas fait ?» dit-il. « C'est lui qui l'a fait. » Il passa une main sur son visage, fatigué. « Je suis désolé que vous ayez eu à entendre ça. Certaines personnes. Elles ne voient que ce qu'elles veulent voir. » Elle déglutit difficilement. « Merci de m'avoir cru. »« Ça n'a pas pris de croyance, » dit-il. Il suffisait de regarder la vérité. Il soupira.
Vous pouvez rester dans l'arrière-boutique ce soir. Il y a un vieux lit de camp près des étagères. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. Elle cligna des yeux, l'incrédulité traversant son visage. Vous êtes sûr? Je ne l'offrirais pas si je ne l'étais pas? Elle hocha lentement la tête, un petit sourire reconnaissant se formant malgré son épuisement. Merci, murmura-t-elle. Vraiment? Reposez-vous, dit-il. Nous trouverons une solution demain matin. Elle le suivit dans l'arrière-boutique. Les murs étaient tapissés de boîtes de serviettes en papier et de conserves, l'air sentant légèrement le carton et les agrumes. Il y avait un mince lit de camp près du radiateur, exactement comme il l'avait dit. Il lui tendit une couverture supplémentaire d'une étagère. Vous serez en sécurité ici, dit-il. Verrouillez la porte si cela vous rassure. Je le ferai, dit-elle doucement. Il hocha légèrement la tête et partit, la porte se refermant derrière lui. Le ronronnement du radiateur emplit la pièce. Alia s'assit sur le lit de camp, la couverture serrée autour de ses épaules. Pour la première fois depuis des heures, elle ressentit quelque chose de proche du soulagement. Son corps lui faisait mal, son esprit était à vif, mais elle était toujours là, toujours en vie. Elle baissa les yeux sur ses mains, rouges, gercées, tremblantes, et expira un long souffle tremblant. Elle murmura « Merci », bien qu'elle ne sût pas si elle parlait d'Harold, de la caméra cachée ou de quelque chose de plus grand. Allongée, elle ferma les yeux. Le bruit du magasin s'estompa, remplacé par le son régulier du vent à l'extérieur. Elle pensa à Arthur, le vieil homme qu'elle avait aidé, et se demanda s'il dormait, maintenant en sécurité dans sa maison chaude. L'image la fit sourire faiblement dans l'obscurité. Elle ne le savait pas encore, mais ce petit acte de gentillesse, le sien et celui d'Harold, venait de changer à nouveau la direction de sa vie. Et alors que le radiateur ronronnait et que la neige tapait doucement contre la fenêtre, Alia Carter, pour la première fois depuis longtemps, sombra dans un sommeil profond et paisible. La voiture noire apparut juste après le lever du soleil. Elle s'arrêta tranquillement devant le dépanneur alors que les rues étaient encore à moitié endormies et que l'air était vif de froid. Alia balayait près du comptoir quand elle la remarqua à travers la fenêtre. La voiture était trop propre, trop lustrée pour Maplebrook. Elle n'avait pas sa place ici. Elle fronça les sourcils, balai toujours à la main, regardant un homme grand en manteau sombre en sortir et regarder autour de lui avant de se diriger vers la porte. Harold leva les yeux de la caisse, curieux. « Vous attendez quelqu'un » demanda-t-il. « Non » dit Alia, secouant la tête. « Je n'ai jamais vu cette voiture auparavant. » La clochette au-dessus de la porte tinta lorsque l'homme entra. Il se tenait avec une confiance tranquille, non pas comme un client, mais comme quelqu'un en mission. Son manteau était parfaitement boutonné, ses cheveux soignés, ses yeux calmes et concentrés. Il regarda autour de lui une fois, puis repéra Alia. « Bonjour » dit-il poliment. « Je cherche quelqu'un nommé Alia Carter. » Alia cligna des yeux, surprise. « C'est moi. » L'homme hocha légèrement la tête. « Je m'appelle Charles. Je travaille pour Monsieur Arthur Layton. Il m'a demandé de vous trouver. » Le son de ce nom frappa Alia durement. « Arthur » dit-elle lentement. « Oui » répondit Charles. « Monsieur Layton se souvient de ce qui s'est passé la nuit dernière. Il voulait vous remercier en personne. » Harold fronça les sourcils, confus. « Arthur Layton, celui d'Oak-Hill. »« C'est exact » dit Charles. « Il m'a donné ceci. » Il tendit la main dans son manteau et en sortit un morceau de papier plié, usé et froissé. Alia le reconnut immédiatement. Le vieux reçu du magasin qu'elle avait déchiré en deux la nuit précédente. Son écriture était toujours là, tremblante et bleue. Alia Carter et un numéro de téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent. Il l'avait toujours, murmura-t-elle. Charles hocha la tête. Il l'a gardé dans sa main toute la nuit. Quand il s'est réveillé ce matin, il me l'a tendu et m'a dit, « Trouve-la. » « Mais comment saviez-vous que j'étais ici » demanda Alia, toujours stupéfaite. « J'ai appelé le numéro que vous avez écrit, » expliqua Charles. « Mais ça n'a pas abouti. Alors, j'ai demandé en ville. Un petit endroit comme celui-ci, les gens parlent. Quelqu'un de l'entreprise de livraison a dit qu'il vous avait vu aider ici la nuit dernière. Ce n'était pas difficile de vous trouver après cela. » Elle fixa le papier, sans voix. « Il se souvenait vraiment de moi, chaque détail, dit Charles.
Et il n'a pas arrêté de parler de vous depuis. Harold s'appuya sur le comptoir, impressionné. Vous avez dû faire toute une impression, gamine. Alia baissa les yeux, incertaine de ce qu'il fallait dire. Charles fit un geste vers la porte. Si vous êtes prête, Monsieur Layton aimerait vous voir, insista-t-il. Je vous y emmène. Elle hésita, sa voix calme. Maintenant, il ne voulait pas attendre, dit Charles simplement. Harold lui fit un signe de tête. Allez, Alia. Vous devriez voir de quoi il s'agit. Vous êtes sûr, demanda-t-elle doucement. Je suis sûr, dit-il. Je garderai un œil sur vos affaires jusqu'à votre retour. Elle prit une profonde inspiration, posa le balai de côté et attrapa son manteau. L'air extérieur était froid et vif, le genre qui mord la peau, mais qui vous réveille. La voiture noire attendait au bord du trottoir, de la vapeur s'échappant de l'échappement. Charles lui ouvrit la porte arrière. Ne vous inquiétez pas, dit-il. Vous êtes en sécurité. Elle hésita une seconde, puis monta. Le siège était chaud. La voiture sentait légèrement le pain et le cuir. Elle n'avait pas été assise dans quelque chose d'aussi propre depuis des années. Charles monta à l'avant et démarra le moteur. Pendant qu'il roulait, Maplebrook défilait. Lentement, le vieux restaurant, les trottoirs fissurés, les mêmes rues qu'elle avait parcourues à vélo tous les jours. Mais de l'intérieur de la voiture, tout semblait différent, plus petit d'une certaine manière. Monsieur Layton a dit que vous l'aviez aidé quand il était perdu, dit Charles après quelques minutes. Il m'a dit que vous lui aviez enroulé votre écharpe autour de lui, que vous l'aviez ramené chez lui alors qu'il ne se souvenait plus de qui il était. Il avait l'air effrayé, dit Alia doucement. Je ne pouvais pas simplement le laisser. La plupart des gens l'ont fait, dit Charles. Mais vous non. Le trajet fut silencieux après cela. Quand ils atteignirent Oak Hill, la neige était plus fine, les routes plus claires. La voiture tourna dans une longue allée bordée d'arbres nus. Au sommet se tenait une maison blanche. Elle se souvenait de celle de la nuit précédente. C'est là que je l'ai ramenée, dit-elle doucement. Oui, dit Charles, s'arrêtant. Il vous attend depuis ce matin. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'il n'y parvienne. Arthur Layton se tenait là, canne à la main, souriant. Il avait l'air en meilleure santé maintenant, sa posture droite, ses yeux alertes. Vous voilà, dit-il chaleureusement. Entrez, enfant, s'il vous plaît. Alia hésita. Vous n'aviez vraiment pas besoin d'envoyer quelqu'un pour moi, dit-elle. Arthur gloussa. Vous n'aviez pas non plus à me sauver, mais vous l'avez fait. Cela semble juste. Elle sourit nerveusement et entra. La maison était lumineuse et chaude, remplie de l'odeur de café et de cire à bois. Un feu brûlait tranquillement dans la cheminée. Arthur lui fit signe de s'asseoir sur le canapé pendant qu'il s'installait dans un fauteuil en face d'elle. Je me souviens de tout maintenant, dit-il. Vous m'avez trouvé à cet arrêt de bus quand personne d'autre ne l'a fait. Vous m'avez ramené chez moi. Vous m'avez donné votre écharpe. Vous m'avez même laissé ce papier avec votre nom. Alia regarda le reçu plié toujours dans sa main. Je ne pensais pas que vous le garderiez. Cela m'a rappelé que les gens se soucient encore, dit-il doucement. Que je ne suis pas seulement un vieil homme en attente d'être oublié. Je suis juste contente que vous alliez bien. Dit-elle, vous ne me devez rien. Oh, mais si, dit-il. Vous m'avez donné plus qu'une balade. Vous m'avez donné une raison de me souvenir de qui je suis. Cela n'arrive pas souvent à mon âge. Elle sourit faiblement. Vous avez l'air beaucoup mieux que la nuit dernière. Je le suis, dit-il. Vous m'avez ramené à moi-même, et maintenant je veux vous rendre la gentillesse. Vous n'avez pas à le faire. Commença-t-elle, mais il secoua la tête. Je veux. Vous avez dit que vous aviez perdu votre maison et votre travail, n'est-ce pas? Elle hésita, puis hocha la tête. Ça a été difficile, admit-elle. Mais ça ira. Je me débrouille toujours. Vous n'avez pas à vous débrouiller seul, dit-il. J'ai plus de chambres ici que je ne peux en utiliser et pas assez de monde pour les remplir. Vous êtes la bienvenue pour rester aussi longtemps que vous en avez besoin. Ses yeux s'écarquillèrent. Ici, je ne peux pas faire ça. Ça ne me semble pas juste. Ce n'est pas de la charité, dit-il fermement. C'est de la gratitude. Vous m'avez aidé quand vous n'aviez pas à le faire. Maintenant, laissez-moi vous aider.
Elle le fixa, incertaine de ce qu'il fallait dire. Son ton n'était pas autoritaire. Il était gentil, stable, sincère. Pensez-y, dit-il. Si vous restez, nous vous trouverons du travail. Peut-être vous aider à retourner à l'école. J'ai toujours voulu créer un petit fonds pour aider les jeunes comme vous. Des gens qui méritent une vraie chance. Je pourrais utiliser votre aide pour cela. Moi, demanda-t-elle. Pourquoi moi? Parce que vous comprenez ce que signifie lutter et quand même faire ce qui est juste, dit-il. C'est ce dont ce monde a le plus besoin. Elle resta assise tranquillement, son esprit en ébullition. Une petite partie d'elle voulait fuir, des choses comme ça n'arrivaient pas à des gens comme elle. Mais une autre partie, plus profonde, voulait croire que c'était réel. D'accord, dit-elle finalement, sa voix douce. Je resterai juste un petit moment. Arthur sourit. Bien. C'est tout ce que je demande, il regarda Charles. Montrez-lui la chambre d'amis, voulez-vous? Celle avec vue sur le jardin. Bien sûr, dit Charles alors qu'Alia se levait, Arthur dit doucement. Et Alia, merci encore. Vous ne m'avez pas seulement ramené chez moi. Vous m'avez rappelé à quoi ressemble la gentillesse. Elle sourit, timide mais sincère. Vous n'avez plus à me remercier. Peut-être pas, dit-il. Mais je le ferai quand même. Elle suivit Charles à l'étage, ses pas silencieux sur le parquet poli. La maison semblait calme, paisible, l'air chaud et immobile. Quand ils atteignirent sa chambre, elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Le lit était doux, la fenêtre large, le jardin en contrebas couvert de blanc. C'est pour moi, demanda-t-elle. Charles hocha la tête. Monsieur Layton a insisté. C'est trop, murmura-t-elle. Il ne le voit pas comme ça, dit Charles. Il dit que vous lui avez donné quelque chose qu'il ne peut pas rembourser. Elle se tourna à nouveau vers la fenêtre, la lumière du matin brillante sur son visage. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'elle appartenait à quelque part, même si ce n'était que pour un instant. Le lendemain matin, Alia se réveilla avec le soleil pour la première fois depuis des semaines. Il traversait la large fenêtre, se répandant sur les draps blancs et le tapis doux. Pendant un instant, elle ne bougea pas. Son esprit mit quelques secondes à se rattraper, essayant de se souvenir où elle était. Puis elle s'assit lentement, clignant des yeux devant le côté de la pièce. La commode polie, les rideaux propres, la légère odeur de linge frais. C'était étrange d'être entourée d'un calme qui n'était ni froid ni vide. Elle s'habilla rapidement, brossant ses cheveux en arrière et pliant la couverture, bien que personne ne lui ait demandé de le faire. Quand elle ouvrit la porte, le couloir était vide. Elle suivit le son des voix en bas. Arthur était assis à la table à manger avec Charles, une tasse de thé fumante à côté de lui. Il leva les yeux et sourit en la voyant. « Bonjour », dit-il chaleureusement. « Bien dormi ? » « Mieux que je ne l'ai fait depuis longtemps, » dit-elle honnêtement. « Merci encore de m'avoir laissé rester. »« Pas besoin de remerciements, » dit-il. « Vous m'avez aidé quand personne d'autre ne l'a fait. C'est le moins que je puisse faire. » Elle hésita avant de s'asseoir, se sentant déplacée parmi les beaux meubles et l'argenterie. Arthur le remarqua et lui lança un regard rassurant. « Détendez-vous, » dit-il. « Vous n'êtes pas une invitée ici. Vous êtes la bienvenue. » Elle hocha la tête tranquillement. Charles lui versa une tasse de thé, puis s'excusa pour répondre à un appel téléphonique. La maison tomba dans un silence confortable. « Vous avez dit hier soir que vous vouliez parler de quelque chose, » dit Alia. Arthur sourit. « Oui, je l'ai fait. J'ai réfléchi à ce qui m'est arrivé et à vous. Cela m'a rappelé à quel point il est facile pour les gens de passer à travers les mailles du filet. Vous avez perdu votre maison parce que vous avez fait quelque chose de gentil. Cela ne devrait arriver à personne. » Elle baissa les yeux, ses doigts se serrant autour de la tasse. « C'est juste comme ça parfois. Ça n'a pas à l'être, » dit-il. « Pas si les gens se soucient suffisamment pour le changer. » Il se pencha en arrière dans sa chaise. « Je veux commencer quelque chose, une petite fondation pour aider les jeunes comme vous. Un endroit où ils peuvent se remettre sur pied, finir l'école, trouver des emplois, une vraie aide, pas de la charité. » Alia cligna des yeux, prise au dépourvu. « Vous voulez dire comme un programme ? » ?»« Exactement. » dit Arthur. « J'y pensais depuis un moment, mais je n'ai jamais eu la bonne personne pour m'aider à le diriger. Maintenant, je l'ai.
Moi, demanda-t-elle, surprise. Oui, vous, dit-il. Vous savez ce que signifie lutter et quand même choisir d'aider quelqu'un. C'est ce dont cela a besoin. Cela a besoin de cœur. Je ne sais rien sur la façon de diriger quelque chose comme ça, dit-elle rapidement. Je n'ai même jamais été à l'université. Vous apprendrez, dit-il avec un petit sourire. Et je m'assurerai que vous en ayez la chance. J'aimerais vous aider à retourner à l'école si c'est ce que vous voulez. Elle le regarda, incertaine d'avoir bien entendu. Vous paieriez pour ça. J'investirai dedans, corrigea-t-il. Parce que les gens comme vous valent la peine d'être investis. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Sa poitrine était serrée, mais pas d'une mauvaise manière. Elle n'avait pas l'habitude d'entendre des mots comme ça dirigés vers elle. Je ne veux pas abuser de votre gentillesse, dit-elle doucement. Il ne s'agit pas d'abuser, dit Arthur. Il s'agit d'accepter de l'aide quand elle est offerte. Vous avez passé votre vie à en donner. Laissez quelqu'un d'autre prendre son tour. Il fit une pause. Vous n'avez pas à décider maintenant. Restez un moment. Réfléchissez-y. Elle hocha lentement la tête. D'accord, dit-elle. J'y réfléchirai. Bien, dit Arthur. En attendant, il y a beaucoup à faire ici. Charles vous montrera la bibliothèque plus tard. Il y a un bureau attenant. Il pourrait utiliser quelqu'un d'organisé. Peut-être que vous commencerez par là. Elle sourit pour la première fois ce matin-là. Je peux faire ça. Je sais que vous le pouvez, dit-il. Après le petit déjeuner, Charles lui fit visiter la maison. L'endroit semblait encore plus grand à la lumière du jour. Au plafond, long couloir, étagère pleine de livres qui semblaient plus vieux qu'elle. Il y avait une serre à l'arrière. Son toit de verre saupoudré de neige. L'air à l'intérieur sentait le sol et les citronniers. M. Layton vient ici tous les matins, dit Charles. Il dit que ça l'aide à réfléchir. Alia toucha doucement l'une des plantes, les feuilles chaudes du soleil piégées dans le verre. C'est magnifique, dit-elle. C'est calme, répondit Charles. C'est pour ça qu'il l'aime. Au fur et à mesure que la journée avançait, elle aida où elle put, organisant le bureau, triant le courrier, rangeant de petites choses que personne n'avait touchées depuis des années. De temps en temps, elle s'arrêtait, se demandant si elle rêvait. Cela ne semblait pas encore réel, être en sécurité, être utile. Tard dans l'après-midi, Arthur la trouva à son bureau, entourée de vieux papiers. « Comment ça va » demanda-t-il. « Bien, dit-elle, souriant faiblement. Vous ne plaisantiez pas à propos du désordre. J'avais l'intention de m'en occuper, dit-il. J'avais juste besoin de la bonne personne. Elle leva les yeux vers lui. Vous me faites vraiment confiance avec tout ça. Vous m'avez fait confiance hier soir, dit-il simplement. Cela la fit sourire à nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue, non pas pour ce qui lui manquait, mais pour ce qu'elle pouvait être. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble dans la petite salle à manger, pas la grande salle formelle. Arthur insistait pour garder les choses simples. Ils parlèrent de sa mère, de sa femme, de la ville, de la façon dont les gens avaient changé au fil des ans. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Et quand il le faisait, c'était toujours avec considération. Quand elle lui raconta qu'elle avait perdu son emploi, il hocha simplement la tête et dit, « Parfois, la vie ferme des portes parce qu'elle sait que vous êtes destiné à en franchir une autre. » Cela ressemble à ce que les gens disent quand ils ont de l'argent, dit-elle à moitié en plaisantant. Arthur rit doucement. Peut-être, mais c'est toujours vrai. Après le dîner, Charles apporta des papiers à signer à Arthur, puis s'excusa à nouveau. La maison redevint silencieuse. Arthur la regarda à travers la table. « Vous avez eu une vie difficile, n'est-ce pas » dit-il doucement. « Oui, admit-elle, mais beaucoup de gens aussi. » Vrai, dit-il. Mais tout le monde ne garde pas sa gentillesse à travers cela. C'est rare. Elle ne savait pas comment répondre, alors elle dit simplement « Merci. » Ne me remerciez pas, dit-il. Promettez-moi juste quelque chose. Quoi donc? Que vous resterez. Au moins jusqu'à ce que vous trouviez vos marques. Donnez une chance à cela. Elle baissa les yeux, y réfléchissant. Une partie d'elle voulait encore fuir, comme elle le faisait toujours quand les choses devenaient trop bonnes. Mais quelque chose dans le ton d'Arthur la fit s'arrêter.
Il n'offrait pas de charité. Il offrait de la confiance. D'accord, dit-elle finalement. Je resterai. Arthur sourit, le soulagement adoucissant son visage. Bien, dit-il. Alors demain, nous commencerons à parler de la fondation. Comment je l'ai appelée? La fondation Maple Light, dit-il. Vous l'avez inspirée. Nous aiderons les jeunes qui ont perdu leur chemin, tout comme j'ai perdu le mien cette nuit-là. Alia cligna des yeux, surprise. C'est vraiment gentil. C'est nécessaire, dit-il. Et ce sera notre projet ensemble. Ensemble, répéta TL, n'y croyant toujours pas. Oui, dit-il. Je m'occuperai de l'argent. Vous vous occuperez du cœur, elle rit doucement. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Vous le saurez, dit-il avec un sourire. Vous avez déjà prouvé que vous savez vous soucier des gens. Le reste, vous l'apprendrez. Alors que le feu dans le coin crépitait, la chaleur de la pièce les enveloppa. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Alia sentit que le sol sous ses pieds était à nouveau stable. Quand elle se coucha cette nuit-là, elle resta éveillée un moment, fixant le plafond. La maison était silencieuse, mais elle ne se sentait pas seule. Quelque part en bas, elle pouvait entendre faiblement la voix d'Arthur à travers le plancher, parlant à Charles de plans, d'idées et de listes. Le son la fit sourire. Peut-être que c'était ça, le son de l'espoir. Stable, simple, réel. Et pour la première fois depuis longtemps, Alia se permit de croire que son histoire n'était pas encore terminée. La nouvelle de la cohabitation d'Alia et Arthur se répandit plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Cela commença par une petite mention dans un journal local, juste un bref article sur l'homme d'affaires retraité Arthur Layton. Vu à nouveau en bonne santé après des semaines de maladie, apparemment soigné par une jeune femme qui a fait preuve d'une compassion remarquable. Mais en quelques jours, cette petite histoire devint quelque chose de plus grand. Quelques blogueurs locaux s'en emparèrent, la transformant en un miracle réconfortant sur la gentillesse et les secondes chances. Quelqu'un prit une photo d'Alia marchant aux côtés d'Arthur en ville, l'aidant avec les courses. Cela semblait assez innocent, Arthur souriant, Alia riant, mais en ligne, les gens en firent autre chose. Des commentaires commencèrent à apparaître, certains gentils, d'autres cruels. « C'est une si bonne gamine », écrivit une personne. « J'aimerais que plus de jeunes soient comme elle. » Mais en dessous, un autre dit « Bonne gamine, s'il vous plaît. Elle le manipule. » Vous croyez vraiment qu'une fille de la rue est d'un vieil homme riche par bonté de cœur? Alia ne vit pas le message au début. Elle était trop occupée à travailler avec Arthur sur la fondation. Les journées étaient remplies de réunions, de paperasses, de lettres, de séances de planification qui se prolongeaient tard dans la nuit. Arthur était patient et stable, lui apprenant tout, du budget au programme de sensibilisation. Pour une fois, elle sentit que ses efforts comptaient. Mais Charles remarqua le bruit en ligne et décida d'en parler à Arthur avant qu'Alia ne le voie elle-même. Cela attire l'attention, dit-il prudemment un matin, posant sa tablette sur le bureau. Surtout positif, mais quelques personnes sont sceptiques. Arthur regarda l'écran en fronçant les sourcils. Les gens parleront toujours, dit-il simplement. Oui, mais certains de ces commentaires se répandent rapidement, dit Charles. Il serait peut-être judicieux de prendre les devants. Non, dit Arthur, secouant la tête. Nous continuerons à faire ce que nous faisons. La vérité n'a pas besoin de crier. Malheureusement, le monde ne le voyait pas de cette façon. Quelques jours plus tard, l'une de ses voix sceptiques devint plus forte et personnelle. Evan, l'ancien gérant du magasin. Il faisait défiler les réseaux sociaux quand il vit un titre, « Mystérieuse adolescente sauve un milliardaire local ». Il se figea en voyant son visage. Alia. La même fille qui l'avait fait virer. La même fille qui, dans son esprit, l'avait fait passer pour un idiot devant tout le monde. Ses mains se serrèrent autour de son téléphone. Incroyable, murmura-t-il. L'article la montrait souriante à côté d'Arthur, proprement vêtue, devant un portail blanc. La légende la qualifiait de jeune femme au cœur d'or. Il sentit son estomac se tordre de colère. Cœur d'or, dit-il à voix basse. Bien sûr, plutôt chercheuse d'or. La jalousie se transforma en quelque chose de plus laid. Au fil des heures, il commença à poster des commentaires sous de faux comptes, insinuant qu'Alia avait utilisé Arthur, qu'elle avait joué la carte de la sympathie. Mais cela ne suffisait pas. Quelques nuits plus tard, il fit une vidéo assis dans sa voiture,
le visage à moitié éclairé par la lueur du tableau de bord. Il parla directement à la caméra de son téléphone. « Vous avez tous entendu cette douce histoire de la pauvre fille aidant le vieil homme riche, dit-il, sa voix dégoulinante de sarcasme. Oui, je la connais. J'ai travaillé avec elle. Ce n'est pas un ange. C'est une menteuse et une voleuse. Ne vous laissez pas tromper par ce faux sourire. » Il se pencha plus près. Demandez-vous ceci. Comment une enfant sans abri se retrouve-t-elle soudainement à vivre dans la maison d'un milliardaire? Vous pensez que c'est une coïncidence? Allons. Il l'a mise en ligne sur une page de potin local. Dès le lendemain matin, elle avait des milliers de vues. Les commentaires affluèrent. Certaines personnes le crurent immédiatement. D'autres exigèrent des preuves. Il n'en avait pas beaucoup, mais il n'en avait pas besoin. La rumeur suffisait. Au moment où Alia vérifia son téléphone cet après-midi-là, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Des dizaines de notifications clignotaient sur l'écran. Son estomac se serra alors qu'elle commençait à lire. Elle le manipule. Dit un commentaire. Quel pathétique. Un autre écrivit, un vieil homme riche se fait avoir par une histoire de sape adolescente. Classique. Ses mains tremblèrent alors qu'elle faisait défiler. Arthur, appela-t-elle, sa voix petite. Il leva les yeux de son bureau. Qu'est-ce que c'est? Les gens disent des choses sur moi. Sur nous en ligne. Arthur fronça les sourcils et chercha ses lunettes. Elle lui tendit le téléphone. Il lut en silence pendant 1 minute, puis soupira et le lui rendit. C'est absurde, dit-il calmement. Ne vous laissez pas atteindre. Mais ils disent que je vous ai utilisé, dit-elle, sa voix tremblante. Que je ne vous ai aidé que pour l'argent. Ils pensent que je suis une sorte d'escroc. Le ton d'Arthur resta égal. Et vous savez que ce n'est pas vrai. Cela n'a pas d'importance, dit-elle, les larmes montant. Il le croit. Internet croit tout pendant un jour, dit-il doucement. Puis il passe à autre chose. Mais celui-ci ne le fit pas. En 24 heures, l'histoire était partout. Les médias s'en emparèrent, titrant des gros titres comme « La jeune compagne du milliardaire suscite des questions ». Certains ne la nommaient pas directement, mais tout le monde savait. Les commentaires devinrent plus cruels. Certains disaient qu'elle manipulait Arthur. D'autres insinuaient des choses pires. Alia cessa complètement de consulter son téléphone. Elle ne supportait pas de voir son nom tordu par des étrangers. Arthur essaya de la rassurer. Les gens sont agités, dit-il un soir. Ils aiment démolir ce qu'ils ne comprennent pas. Je n'aurais pas dû rester, dit-elle doucement. C'est ma faute. Absurde, dit-il fermement. Vous avez fait ce qui était juste. Je ne laisserai personne changer cela. Charles était plus prudent. Nous pourrions publier une déclaration. Il suggéra de clarifier que rien d'inapproprié ne s'était produit, que la fondation était légitime. Arthur secoua la tête. Je ne dois aucune explication à personne pour la gentillesse. Mais la pression ne cessa pas. Des journalistes commencèrent à se présenter au portail, appelant par l'interphone, demandant des interviews. Les voisins chuchotaient. Alia pouvait sentir leur regard chaque fois qu'elle quittait la maison. Ce n'est qu'une semaine plus tard que quelque chose changea. Un visage familier apparut en ligne, Harold, le propriétaire du magasin. Il avait vu les vidéos, les accusations, et cela le rendit furieux. Un soir, il s'assit dans son bureau, récupéra les vieilles images de la caméra du magasin et les mit en ligne sur son compte. Ceci est pour quiconque traite cette fille de menteuse, dit-il dans la vidéo. J'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé. Elle a été accusée d'avoir volé de l'argent qu'elle n'a pas touché. Vous voulez des preuves? Les voici. Le clip montrait Evan prenant clairement de l'argent de la caisse. Harold parla par-dessus. Elle a travaillé dur. Elle était respectueuse. Elle n'a rien pris. Cet homme a menti alors et il ment maintenant. La vidéo est devenue virale du jour au lendemain. Les gens ont commencé à relier les points. De vieux clients ont commenté, confirmant l'histoire. Je me souviens de cette fille, écrivit l'un d'eux. Elle livrait mes courses. Toujours polie, toujours à l'heure. Quelques autres ont posté des photos et de courts clips d'elle aidant Arthur cette nuit-là. L'un d'eux, d'en face, la montrait tenant le vélo stable pendant qu'il montait.
Le vent commença lentement à tourner. Les mêmes personnes qui avaient douté d'elle commencèrent à s'excuser, certaines discrètement, d'autres publiquement. Peut-être jugeons-nous trop vite. Dit un message. Arthur lui montra les commentaires un matin en souriant. Tu vois, la vérité gagne à la fin. Alia ne sourit pas tout de suite. Ça fait toujours mal, dit-elle doucement. Ça n'aurait pas dû aller aussi loin. Non, il fut d'accord. Mais maintenant, ils savent qui vous êtes. Une semaine plus tard, le journal local publia un nouvel article. Celui-ci racontait l'histoire correctement, de la nuit à l'arrêt de bus au jour où les rumeurs éclatèrent. Le titre disait « La gentillesse sous le feu des critiques ». La fille qui a rappelé à une ville ce qu'est l'humanité. Il citait Harold, Charles et même Arthur. Elle ne m'a pas sauvé pour une récompense. Dit Arthur dans l'article. Elle l'a fait parce qu'elle s'en souciait. C'est la vérité. Quand Alia le lut, elle sentit sa poitrine se serrer à nouveau, mais cette fois non pas de douleur. Vous n'aviez pas à dire cela. Dit-elle à Arthur. Oui, dit-il, ils avaient besoin de l'entendre. Après cela, les choses commencèrent à se calmer. Les journalistes cessèrent de venir. Les dons à la fondation augmentèrent. Des gens des villes voisines envoyèrent des lettres la remerciant de leur avoir rappelé de veiller les uns sur les autres. Mais tout le monde ne disparut pas tranquillement. Evan posta un dernier message de colère avant de supprimer ses comptes. « Croyez ce que vous voulez », écrivit-il. « Vous verrez la vérité un jour. » Il ne montra plus jamais son visage. Alia ne le mentionna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait des choses plus importantes à faire. Chaque matin, elle rencontrait Arthur dans le bureau, examinant les plans de la fondation Maple Light. Ils discutaient de programmes de sensibilisation, de bourses d'études et de réseaux de bénévoles. Elle travaillait plus dur que jamais, mais cette fois le travail avait un sens. Un soir, Arthur l'observa de l'autre côté de la table alors qu'elle prenait des notes. « Vous savez, dit-il, souriant faiblement. Je crois que j'avais raison à votre sujet. » Elle leva les yeux. « À propos de quoi ? Que vous changeriez cet endroit ? Vous l'avez déjà fait. » Elle rougit légèrement, secouant la tête. « J'essaie juste de suivre. » Ne vous sous-estimez pas, dit-il. Vous avez transformé une histoire pleine de haine en une histoire d'espoir. C'est rare. Alia sourit, puis petit, mais réel. Je suppose que parfois il faut juste rouler un peu plus loin que prévu, dit-elle doucement. Arthur gloussa. C'est une façon de le dire. La pièce redevint silencieuse, remplie seulement du tic-tac doux de l'horloge et du crépitement du feu. Dehors, les dernières neiges fondaient. À l'intérieur, Alia ressentit enfin ce qu'elle cherchait. Depuis la nuit où tout s'était écroulé. La paix. Pendant quelques semaines calmes, les choses semblèrent enfin se calmer. Le bruit en ligne s'estompa. Les journalistes cessèrent d'appeler, et le nom d'Alia ne fut plus au centre de toutes les conversations. Elle passait ses journées au bureau de la fondation avec Arthur, aidant à mettre en place des programmes communautaires et travaillant sur les premières demandes de bourse. La fondation Maple Light devenait réelle, quelque chose de solide, quelque chose de bon. Ils avaient ouvert un petit centre en ville où les enfants pouvaient recevoir du tutorat ou une formation professionnelle. Et chaque après-midi, Alia s'asseyait au bureau d'accueil, saluant les gens, les faisant se sentir les bienvenus. C'était un travail simple, mais cela la rendait fière. Arthur la regardait avec une satisfaction tranquille, sachant qu'il avait fait le bon choix. Pourtant, la paix ne dura jamais longtemps. Un matin, Charles entra, tenant un journal plié. Son visage était tendu. « Vous devriez voir ça, dit-il. » Arthur le regarda immédiatement, sentant que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que c'est encore ?» Charles posa le journal sur la table. La première page avait un titre qui fit se tordre l'estomac d'Arthur. Un ancien employé affirme que la fondation est une couverture pour l'exploitation. En dessous se trouvait une photo d'Evan, l'ancien gérant du magasin, debout devant un bâtiment avec des microphones autour de lui. Il avait l'air suffisant, comme quelqu'un qui venait de trouver un moyen de blesser quelqu'un d'autre. L'article le citait directement. « Cette fille manipule tout le monde, dit-il. Elle n'aide pas ce vieil homme. Elle le contrôle. J'ai travaillé avec elle. Elle est manipulatrice. Elle ment. Je vous le dis, elle l'a dupé, et bientôt tout le monde le saura aussi.
Arthur expira lentement, se frottant les tempes. Bien sûr, c'est lui. Charles hocha la tête d'un air sombre. Il est en colère que la première vidéo ne l'ait pas détruite, alors maintenant il redouble d'efforts. Est-ce que quelqu'un le croira à nouveau après ce qui s'est passé la dernière fois, demanda Alia doucement du coin. Elle avait écouté tout le temps. Certains le feront, dit Charles. Les gens aiment le drame plus que la vérité. Arthur la regarda. Vous n'avez rien fait de mal. Nous allons gérer cela de la même manière que nous l'avons fait auparavant, avec patience. Mais cette fois, ce n'était pas seulement du bruit en ligne. Evan avait donné une interview à une chaîne de télévision locale, répétant son histoire avec plus de détails, affirmant qu'il avait des documents prouvant que la fondation d'Arthur détournait de l'argent à des fins personnelles. Tout cela était des mensonges, mais c'était suffisant pour semer le doute à nouveau. Des emails anonymes commencèrent à arriver dans la boîte de réception de la fondation. Les journalistes demandaient des commentaires. Les bénévoles chuchotaient derrière le dos d'Alia, incertains de ce qu'il fallait croire. Les dégâts étaient petits mais constants, comme des fissures se formant dans du verre. Alia le ressentait chaque jour. Les regards des gens, leur hésitation quand elle entrait dans une pièce. Un après-midi, une femme avec qui elle avait travaillé sur une campagne communautaire la tira à part. « Je ne crois pas à ces choses qu'ils disent », dit la femme doucement. « Mais vous devriez savoir. Certaines personnes parlent. » Alia hocha la tête. « Je m'en doutais. »« Gardez la tête haute, » dit la femme. « Vous ne pouvez pas combattre toutes les rumeurs. Continuez simplement à être qui vous êtes. » Alia essaya, mais le poids de tout cela commença à peser à nouveau. Cette nuit-là, elle resta assise dans le bureau longtemps après qu'Arthur se soit couché, faisant défiler le flux interminable de commentaires et de publications. C'était comme regarder une tempête qu'elle ne pouvait pas arrêter. Certaines personnes la défendaient, d'autres l'attaquaient. Elle voulait crier, mais ne le fit pas. Au lieu de cela, elle éteignit son téléphone et resta assise dans l'obscurité jusqu'à ce que l'écran refroidisse dans ses mains. Le lendemain matin, elle descendit tôt. Arthur était déjà à table, lisant le journal, ses lunettes baissées sur son nez. Il leva les yeux en la voyant. « Vous n'avez pas dormi, dit-il. »« Je vais bien, dit-elle doucement. »« Vous n'allez pas bien, dit-il. »« Mais je connais ce regard. Vous êtes fatiguée d'être mal comprise. » Elle ne répondit pas, le regarda simplement. « Quand j'étais plus jeune, continua-t-il, une rumeur a failli ruiner mon entreprise. Il m'a fallu des mois pour prouver mon innocence. J'ai appris quelque chose. La vérité prend du temps, mais elle ne meurt jamais. »« Mais si les gens n'écoutent jamais ?» demanda-t-elle. « Alors vous vivez votre vérité quand même, dit-il. Parce que votre intégrité ne dépend pas de leurs croyances. » Il tendit la main sur la table et prit sa main. « Vous m'avez aidé à me souvenir de qui j'étais. Laissez-moi vous aider à faire de même. » Ces mots la stabilisèrent plus qu'elle ne s'y attendait. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir petite face à la force de l'opinion publique. Quelques jours plus tard, les choses changèrent à nouveau, mais cette fois en leur faveur. Harold, le propriétaire du magasin, vint à la fondation avec une clé USB à la main. « Je pensais que vous voudriez ça, dit-il. J'ai trouvé les vieilles images de la caméra que j'avais sauvegardées avant que ce voyou ne supprime tout. Ça le montre en train de prendre l'argent et de la blâmer. »« Nous avons déjà clarifié cela, dit Alia. »« Peut-être, dit Harold, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. » Ils ont mis les images en ligne via la page de la fondation avec un court message pour quiconque doutait encore de la vérité, regardez et décidez par vous-même. En quelques heures, cela s'est répandu. Les commentaires se sont remplis de soutien à nouveau. Les gens se sont excusés d'avoir cru les mensonges d'Evan. Les médias qui avaient jadis publié des titres sceptiques ont maintenant publié des suivis corrigeant l'histoire. L'un d'eux a même publié un éditorial intitulé « Comment nous avons trahi une jeune femme qui n'a fait preuve que de gentillesse ». Arthur le lui lut à haute voix au petit déjeuner. « Vous voyez, les mêmes bouches qui vous ont condamné vous louent maintenant. Cela ne ressemble pas à une victoire, dit-elle. Cela ressemble à un cycle sans fin. C'est la vie, dit-il doucement. Mais vous en êtes sortie plus forte. » Le lendemain, quelque chose d'inattendu se produisit. Une petite équipe de journalistes se présenta à la fondation, non pas avec des accusations, mais avec gratitude. Ils voulaient faire un reportage sur la façon dont l'organisation avait grandi malgré la surveillance publique.
La journaliste, une jeune femme aux yeux gentils, interviewa Alia dans le jardin derrière le bâtiment. Vous avez traversé beaucoup de choses ces derniers mois, dit-elle. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Alia réfléchit un instant. Je suppose que c'est de savoir que ce que nous faisons ici compte. Nous aidons les gens à trouver une seconde chance. Je ne peux pas m'arrêter parce que des gens ont menti à mon sujet. Ce n'est pas qui je suis. Et que diriez-vous à ceux qui ont douté de vous? Je dirais que je leur pardonne, dit-elle simplement. Parce que la haine n'a pas besoin de compagnie. Elle a besoin de silence. La journaliste eut l'air surprise mais hocha la tête, visiblement émue. Lorsque le reportage fut diffusé ce soir-là, il se répandit plus vite que n'importe quelle des histoires négatives. Les commentaires étaient remplis d'éloges et d'excuses. Les gens firent des dons à la fondation. D'anciens critiques envoyèrent des lettres de soutien. L'un d'eux dit « J'ai jugé trop vite. Vous m'avez donné envie d'être meilleur. » Arthur regarda tout cela se dérouler avec une fierté tranquille. « Vous n'avez pas seulement survécu à cela, dit-il. Vous l'avez transformé en quelque chose qui aide les autres. » J'ai juste dit la vérité, dit-elle. Exactement, dit-il. C'est ce qui vous rend différente. Quelques jours plus tard, le bureau du gouverneur contacta Arthur et Alia, leur demandant d'assister à un événement de leadership communautaire. Il s'agissait de mettre en lumière les organisations locales qui faisaient une différence. Alia était nerveuse, mais Arthur insista pour qu'elle y aille. Vous l'avez mérité, lui dit-il. L'événement se tint à l'hôtel de ville, un grand bâtiment ancien avec des sols en marbre et de longues rangées de sièges. Des dizaines de personnes vinrent, y compris certaines qui avaient jadis douté d'elle. Quand Arthur la présenta sur scène, les applaudissements furent plus forts qu'elle ne s'y attendait. Elle parla brièvement, remerciant tous ceux qui soutenaient la fondation et leur rappelant que la gentillesse n'était pas une faiblesse, c'était une force. Sa voix trembla au début, mais à la fin, elle était stable. Quand elle eut fini, la salle resta silencieuse un instant avant qu'une douce vague d'applaudissements ne commence. Pas bruyant ou ostentatoire, juste doux et réel. Après le service, Charles lui tendit une enveloppe scellée. « Il vous a laissé ça, dit-il doucement. » Ses mains tremblèrent en la prenant. Elle attendit d'être chez elle avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une seule lettre manuscrite et une petite photographie d'eux debout ensemble devant la fondation le jour de l'ouverture. La lettre était écrite de la main tremblante d'Arthur. « Ma chère Alia, si vous lisez ceci, je suis déjà rentré chez moi. Ne soyez pas triste longtemps. Vous m'avez rendu les meilleures années de ma vie. Vous m'avez rappelé que la bonté existe toujours même quand le monde l'oublie. Cette fondation, cette maison, tout ce que j'ai construit, c'est à vous de le guider maintenant. Ne le considérez pas comme un fardeau. Considérez-le comme une lumière que vous portez en avant. J'ai laissé les choses en ordre, mais plus important encore, je vous ai laissé la liberté de le faire grandir à votre manière. Gardez-le honnête. Gardez-le bienveillant. Vous m'avez appris que la vraie richesse n'est pas ce que nous gardons, c'est ce que nous partageons. Vous m'avez donné la paix, et j'espère que vous trouverez la vôtre aussi. Avec amour, Arthur. Elle resta assise longtemps, la lisant encore et encore jusqu'à ce que les mots se brouillent à travers ses larmes. Puis, elle la plia soigneusement et la remit dans l'enveloppe. Le lendemain matin, elle se rendit à la serre. Le soleil se levait juste, répandant un or doux à travers le verre. Elle se tint à côté du citronnier, toucha l'une de ses feuilles et murmura « J'allumerai la lumière ». À partir de ce jour, Alia prit la pleine direction de la fondation Maple Light. Elle étendit le programme de bourse, lança des mentorats et ouvrit des logements sûrs pour les jeunes sortant de l'aide sociale. Chaque décision qu'elle prenait portait une trace des leçons d'Arthur, mais aussi sa propre touche, humble, stable, authentique. Des années plus tard, lors du 10e anniversaire de la fondation, un journaliste lui demanda comment tout cela avait commencé. Elle sourit et dit, avec un arrêt de bus, un homme perdu et un choix. La pièce rit doucement, mais elle pensait chaque mot. Après l'événement, elle sortit seule vers le vieux portail blanc qui avait jadis semblé être le bout du monde. Le même chemin où elle avait ramené Arthur chez lui cette nuit glaciale menait maintenant à un centre communautaire plein de vie. Des enfants riaient dans la cour. Des bénévoles transportaient des boîtes de nourriture. Quelque part, de la musique jouait faiblement à travers les fenêtres ouvertes. Elle resta là un instant, absorbant tout cela. Le son, la chaleur, la preuve que la gentillesse n'avait pas été gaspillée. Charles, maintenant grisonnant aux tempes,
la rejoignit tranquillement. Il serait fier, dit-il. Il l'était déjà, répondit-elle. Ils se tinrent ensemble, regardant la soirée s'installer. Les lampadaires s'allumèrent un par un, et pendant une seconde elle repensa à cette nuit-là. Le vent froid, l'arrêt de bus cassé, l'homme qui avait l'air si perdu. Elle se souvint de sa voix tremblante mais gentille, demandant le chemin du retour. Et elle se souvint de sa propre voix, stable et certaine, disant « Accrochez-vous bien. Nous y arriverons. » Maintenant, des années plus tard, elle comprit que la maison n'était pas un lieu du tout. C'était le moment où quelqu'un refusait de vous laisser derrière. Alors que le ciel s'assombrissait dans le crépuscule, elle murmura un doux merci à Arthur, à la ville, à la jeune fille qu'elle était autrefois et qui avait choisi de s'arrêter. Le vent passa, doux et frais, et elle sourit. La fondation Maple Light brillait derrière elle, son enseigne éclairait doucement dans la nuit, une promesse petite mais constante que la compassion pouvait survivre à tout. Alia se tourna vers la porte, prête à retourner au travail. Le monde extérieur était encore plein de bruit, plein de lutte et d'incertitude, mais elle savait maintenant qu'un acte de gentillesse pouvait résonner bien plus longtemps que la haine ne le pourrait jamais. Et en entrant, elle portait cette vérité avec elle. De la même manière qu'Arthur avait jadis porté la foi en elle. De la même manière qu'elle la porterait en avant pour tous ceux qui attendaient encore d'être vus.